Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue dans cette soirée spéciale Fondation Orange et Lecteur.com où ce soir nous avons l'immense joie de recevoir la lauréate du prix Orange du Livre Afrique 2019, Djaïli Amadou Amal, qui a sorti un magnifique livre aux éditions Emmanuel Colas le 4 septembre dernier. Pour l'interviewer ce soir, nous retrouvons Karine Papillot, journaliste littéraire. Nous saluons notre librairie partenaire ce soir qui est la librairie Place Ronde à Lille. Je vais rappeler les petites règles avant de vous laisser tranquille et discuter de ce merveilleux livre. Donc, vous pouvez toujours poser les questions à Djaïli par mon intermédiaire en utilisant le petit onglet Converser. Karine, Djaïli, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Merci Nathalie. Bonjour Amal. Bonjour Karine. Alors, une petite chose, votre prénom c'est Amal, mais effectivement, on dit Djaïli Amadou Amal. C'est dans ce sens. Donc, j'ai cette question qui revient sans arrêt. Je n'ai pas de prénom, en fait. Je n'ai pas de prénom parce que chez nous, à la naissance, on nous donne un nom qui est censé être notre prénom, mais en fait, c'est un nom. Et puis, en guise de prénom, on prend tout simplement le nom de son père. Donc, du coup, nous n'avons pas vraiment de nom de famille, mais nous prenons donc le nom de notre papa, tout simplement. Donc, mon père s'appelle Amadou, donc d'où le Amadou de mon nom. Mon nom, c'est Amal et Djaïli, c'est mon pseudonyme ou mon surnom ou mon petit nom, si on veut. Et vous ne portez pas le nom de votre mari? Là, maintenant, si. Là, officiellement, c'est Amal, épouse Hamadou Baba. D'accord. Alors, c'est important que je vous pose cette question. Ce n'est pas du tout indiscret. C'est parce qu'effectivement, le mariage est au centre de ce livre qui s'appelle Les Impatientes. Alors, il y a une grande histoire quand même. Ce livre raconte l'histoire de 3 itinéraires, on va y revenir, mais lui-même est une formidable aventure. D'abord parce que, pour nous en tout cas, l'aventure des Impatientes a commencé avec le premier prix Orange du livre en Afrique, qui a été remis donc l'an dernier, puisque la Fondation Orange a décidé de créer un prix littéraire africain pour dynamiser, faire connaître les talents de ce continent, les talents littéraires. Et vous avez été le premier roman récompensé, pas sous ce titre. Oui, exactement. Et ça, c'est une magnifique aventure et une initiative très, très, très importante, surtout pour les auteurs vivant sur le continent. À tout moment, c'est-à-dire que les écrivains vivant en Afrique et éditant en Afrique et travaillant de l'Afrique ne sont pas suffisamment valorisés à l'international. Leur travail n'est pas reconnu et à chaque fois, ils sont traités comme des écrivains de seconde zone. Alors, avoir ce prix-là qui récompense les auteurs qui vivent en Afrique et qui publient, qui travaillent en Afrique, ça permet non seulement de se faire connaître au niveau international et ailleurs, mais aussi de motiver et de booster la littérature africaine et de permettre et de montrer même aux jeunes qu'on peut très bien vivre chez soi, travailler chez soi, mais quand même, si on fait du bon travail, être reconnu. Et ça, c'est hyper important. Alors, c'est quand même une très, très grosse opération. Votre livre est édité au Cameroun, aux éditions Proximité, sous le titre Mounial, Les larmes de la patience. Et il a fait partie de 6 romans finalistes qui ont été sélectionnés par des comités de lecture basés dans plusieurs pays africains. Et ensuite, un jury international qui a été présidé par Véronique Tadjo a désigné le livre comme premier lauréat de l'histoire du prix Orange du livre en Afrique. Voilà. Et là commence un conte de fées avec beaucoup de visibilité, énormément de presse, beaucoup de rencontres à l'international, une grande promotion de ce livre. Et voilà, donc c'est vrai que le Covid quand même est venu casser un peu le rythme. On a dû annuler plusieurs rencontres, mais franchement, c'est une énorme visibilité de ce prix-là. Et voilà, je souhaite au prochain lauréat de vivre un conte de fées comme celui que j'ai vécu l'année dernière. Mais qui continue parce que vous êtes jusque sur la dernière liste des 4 finalistes du prix Goncourt, ma chère Amal.
Mais oui, c'est l'aventure qui continue et quelle magnifique conclusion. Je dirais ça comme ça parce que justement, dans le cadre donc, de ce prix-là, l'idée aussi, c'était de faire connaître le livre en France et en trouvant un éditeur qui s'intéresse et voilà, grâce à Catherine Roger et toute l'équipe de la Fondation Orange, le livre a été édité chez Emmanuel Collard. On a retravaillé le texte, bien sûr, changé le titre et tout ça. Mais voilà, il se retrouve au dernier carré du concours et c'est l'aventure pour la qui continue. Vous remercie Catherine Roger parce que vous êtes chez elle, vous venez d'arriver de Douala ce matin. Voilà, je suis à la maison en fait maintenant. Oui, c'est ça. Je suis arrivée ce matin. Déjà en septembre, j'étais là. Elle a accepté de m'accueillir gentiment. Voilà, donc là, je suis chez moi à Paris. Ça, je vous crois. Je connais son accueil. Alors, voyons un petit peu de quoi parlent Les Impatientes. Il s'agit de 3 histoires que vous avez tressées, pas exactement vécues dans le même temps. Il s'agit de l'histoire de Ramla, d'Hindou et Safira. Quels sont les liens existants entre ces 3 femmes? Eh bien, au départ, c'est un livre déjà qui parle de violences conjugales, des violences conjugales sous plusieurs formes. Et l'idée, c'est de trouver un lien, en fait, pour pouvoir parler donc de ces violences-là. Et moi, l'idée que j'ai eue, c'est de pouvoir passer par la voix de 3 femmes. Donc, la première femme, Ramla, qui est donc mariée de force à un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Là, on parle de violence, de mariage précoce et forcé contre violence, qui, rappelons-le quand même ici, parce que ça, j'insiste beaucoup, le mariage précoce et forcé étant l'une des violences les plus pernicieuses qui soient, parce qu'elle entraîne automatiquement toutes les autres. Elle entraîne la violence physique, le viol conjugal, les violences psychologiques, les violences économiques, les violences, bref, elle entraîne toutes sortes de violences. Et puis ensuite, le même jour, sa sœur hindoue est donnée en mariage à son cousin. Et là, on dit, ce cousin-là, il est tellement, il ne respecte aucune règle, il est tellement, il ne respecte pas les règles de la société et tout ça, il est brutal, il se drogue, et on se dit, bon voilà, Hindu, c'est une jeune fille calme, et dans la famille, on décide simplement de la prendre et de la donner à Moubarak pour pouvoir canaliser ce dernier. Et donc, voilà, une jeune fille qui est utilisée, tout simplement, et voilà, elle va vivre toutes sortes de calvaires, et le viol conjugal, donc les violences physiques par la voix de Hindu. Et puis une troisième voix qui est la coépouse de Ramla, la première épouse de son époux, de celui qui l'épouse. Et cette femme-là, c'est une femme qui a à peine la quarantaine et qui est une femme très blessée par cette rivale et qui, au lieu d'en vouloir au mari qui lui impose la polygamie, trouve beaucoup plus simple d'en vouloir à la nouvelle épousée. Donc, voilà 3 voix de femmes qui, chacune à son tour, prend la parole pour pouvoir dire ce qu'elle ressent et ce qu'elle vit de l'intérieur. Avec, pour Safira, le regard sur Ramla qui est extérieur, parce que dans la partie que vous consacrez à Safira, Ramla n'intervient qu'à la toute fin. Mais on l'a saisie de l'extérieur, donc elle est devenue presque un objet en fait. Exactement, c'est comme ça se passe d'habitude, hein, quand vous entendez parler de polygamie. Il y a toujours 2 versions, la version de la première épouse et puis celle de la seconde, c'est 2 histoires de femmes. Ramla n'avait pas envie d'épouser cet homme-là, on lui impose le mariage, mais on lui impose également de se battre avec une coépouse qui ne veut absolument pas l'avoir, qui elle est amoureuse de son époux, qui elle a des enfants, a une place à défendre, une place à garder dans la société. Et puis, un mot qu'on entend toute notre vie, dès notre enfance,
munyal, c'est-à-dire patience. Mais quand on dit à une femme dans notre société patience, c'est pas que patiente, c'est pas que supporte. Patience, ça veut dire accepte tout, soumets-toi surtout sans te plaindre. Donc, toutes ces femmes-là, à toutes ces trois femmes, la société, les femmes de la famille, les hommes de la famille diront qu'un seul mot, patiente. Et ils diront aussi un proverbe, c'est dans les douleurs qu'on vous dit de patienter. Mais évidemment, ces femmes-là ont envie, elles ne le disent pas dans le roman, mais on le ressent tout le long du livre, elles ont envie de dire qu'une seule chose qui peut paraître un blasphème absolu dans notre société, je suis fatiguée de patienter, j'en ai marre de supporter et je ne veux plus avoir à le faire. Alors, cette histoire se passe au Cameroun, mais dans la région de l'extrême nord, c'est ainsi que vous l'appelez, c'est-à-dire dans le Sahel et dans une société musulmane. Quelle est la part de culture et quelle est la part de religion dans ce que vos héroïnes traversent? Voilà, déjà, l'histoire se passe, comme vous dites, dans le Nord Cameroun. C'est valable pour les trois régions du Nord, mais également pour tous les pays du Sahel. C'est-à-dire que cette histoire aurait très bien pu se passer au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, en Centrafrique, etc. Tous les pays du Sahel sont concernés et pour ces cultures-là, aussi bien les chrétiens que les musulmans peuvent se reconnaître là-dedans. Évidemment, c'est plus ancré dans la société musulmane parce qu'il y a un amalgame. Aujourd'hui, on n'arrive plus à faire la différence entre tout ce qui est culturel et tout ce qui est religieux. Les tests religieux s'imbriquent avec la culture et on n'arrive plus à savoir exactement. Et c'est pour cela que c'est d'autant plus fort. Mais ce n'est pas spécifique. Le mariage précoce et forcé, le viol conjugal et toutes les autres formes de violence ne sont pas spécifiques à la société ou aux musulmans uniquement. C'est valable pour toutes les zones du Sahel. Évidemment, les violences conjugales ou les violences faites aux femmes, c'est un sujet universel, mais avec des spécificités. Et dans le livre, je parle vraiment de la culture sahélienne. Les internautes qui vous écoutent, Amal, peuvent se dire, oh là là, c'est pas marrant, c'est lourd, c'est triste, ça va me traumatiser. Et en fait, vous parvenez dans ce livre d'abord à créer un suspense, ce qui n'est pas évident avec un sujet comme celui-là, dans un huis clos. Et, et, et malgré tout, comment expliquez-vous que vous parvenez à nous faire comprendre ces femmes en empathie avec elles et sans pour autant nous retrouver complètement ravagés en tant que lecteur? Comment avez-vous écrit cela? Eh bien, là, c'est même plus Emmanuel qui peut répondre à cette question. C'est vrai que quand moi j'écrivais le livre, je me disais il fallait mettre le plus de réalité là-dedans. C'est-à-dire, on peut dire, elle exagère, mais là, j'ai tenu à le préciser en début du roman. Tous ces faits sont tirés des faits réels. Donc, il n'y a aucune exagération, c'est ce que vivent les femmes. Mais évidemment, on ne peut pas être éloigné, en fait. Quand on est un lecteur, on a une certaine ouverture sur le monde et on essaye de se mettre à la place des uns et des autres pour savoir exactement ce qu'ils ressentent. Et d'autant plus quand on est une femme et qu'on parle de violence conjugale, de violence faite aux femmes, de l'oppression, de tout ce qu'on peut ressentir, du viol conjugal et autres, c'est universel. Peut-être que ce n'est pas dans le même contexte, mais on le vit toutes de la même manière, en fait. Et nous avons voulu aussi, avec Emmanuel, qui a boosté quand même un peu le titre, de se dire, après beaucoup de discussions avec elle, au départ, le livre, le titre, c'était Munyal, les larmes de la patience. C'est dire à quel point cette patience elle-même, elle a des larmes tellement elle est fatiguée. Mais on se rend compte quand même que, en fait, ces femmes-là, ce sont des femmes fortes. Ramla qui s'enfuit. La fuite est une forme de courage. Hindu qui se réfugie dans la folie ou les maladies psychosomatiques peuvent aussi être une forme de fuite, donc de courage. Et Safira qui se bat et qui ne se laisse pas faire et qui n'a qu'un seul objectif, faire partir sa coépouse. Donc là, nous avons des femmes qui refusent de se soumettre à ce que la société attend d'elles, qui refusent de baisser les bras et qui prennent les armes qu'elles ont à portée de main pour pouvoir avancer avec. Donc, la force des femmes
et comment elles arrivent, peu importe la société dans laquelle elles vivent, à avancer malgré les pesanteurs socioculturelles. Ça, c'est quelque chose que je voulais quand même faire ressortir dans le livre. Et à vous entendre parler, c'est un peu réussi. Je crois. Il faut quand même rester modeste aussi. J'espère que c'était pas trop. Non, non, c'est parfait. Voilà. D'après il me semble que 38% des jeunes filles camerounaises sont mariées de force. Qu'en est-il parce qu'on parle de société très, très féminine, puisque quand il y a une coépouse, les femmes vivent beaucoup entre elles, les tantes, les sœurs. Que pourriez-vous dire de la solidarité féminine? Est-ce que c'est une notion qui existe? La notion existe, bien entendu, mais il faut quand même rappeler que les violences faites aux femmes sont généralement perpétuées par les femmes elles-mêmes. Quand on parle de l'excision, c'est jamais les hommes qui font subir les mutilations génitales aux filles, hein. C'est toujours les femmes. Quand on parle de mariage précoce et forcé, c'est également les mamans, les tantes, l'entourage, évidemment sous un chantage affectif ou une persuasion des hommes. Et ça, c'est peut-être le tour de force que les hommes ont réussi à faire, c'est de pouvoir, justement, dans cette société patriarcale, mettre les femmes pratiquement de leur côté pour pouvoir faire subir des violences à d'autres. Mais on va sur le principe que toutes les mamans aiment leurs filles. Tous les membres de la famille aiment leurs enfants. Donc, une maman qui oblige sa fille à se marier et qui lui fait un chantage affectif ou qui la persuade d'accepter, elle, dans sa tête, en fait, elle se dit que c'est pour le bien de son enfant. Et ça, j'essaie un peu de le dire dans le roman. Que tu le veuilles ou pas, tu seras heureuse et tu seras protégée. Elles ne peuvent pas envisager autre chose, en fait, que ce qu'elles-mêmes, elles ont connu. Elles ont connu le viol conjugal, elles en ont souffert, mais elles continuent quand même d'imposer à leurs filles d'être soumises et tout ça, c'est tout ce qu'elles savent. Mais aujourd'hui, il y a une ouverture sur le monde. Les filles sont de plus en plus instruites. On a Internet, on a la télévision, les antennes paraboliques et autres. Donc, on est plus ouvert sur le monde et donc, on rêve d'autres choses. Et ça, on le dit aussi à Ramla en début de roman. Arrête de croire que à tout ce que tu regardes dans les séries télévisées, l'histoire d'amour et autres, ça n'existe pas. On n'est pas chez les Blancs ici, on n'est pas chez les Hindous et autres. Donc, pour dire quand même que les filles, en fait, sont partagées, elles sont dans un dilemme où elles ont envie de vivre dans leur temps, instruire, vivre l'amour, etc., tout ce qu'elles voient dans les réseaux sociaux et autres, mais en même temps, elles ont envie de conserver aussi leur culture et n'arrivent pas à se retrouver dans tout ça. Alors, quel sens prend l'amour dans ce type de société? Puisque, comme vous dites, ce n'est pas le sens occidental, hindou, et Dieu sait que la littérature, le cinéma, les séries tournent autour de ça. Quel sens ça prend alors dans cette culture dont vous êtes issu? Je pense que l'amour a une très, très grande place, sauf que l'amour n'est pas une relation, comment dire, de deux personnes qui sont égales et qui s'aiment. C'est plus une relation de dominé-dominant, dont la personne qui aime le plus est la personne qui est dominée, en fait. Et là, on vous donne un conseil, n'épouse pas qui tu aimes, épouse celui qui t'aime. Donc, ce n'est plus du tout le même contexte. Et pourtant, c'est un sentiment tout naturel. Donc, l'amour existe, mais pas dans le mariage. D'accord. C'est difficile de l'inclure ailleurs, si j'en crois les marges de manœuvre de vos héroïnes. Parlons de la figure du père, parce qu'elle est très importante, peut-être même plus que celle du mari. Oui, le père a une responsabilité et là, il le dit, sa responsabilité, c'est de pouvoir élever ses filles et de les envoyer pures, les confier à un autre homme, tout simplement. Et donc, on le ressent un peu comme, comment dire, comme s'il se débarrassait un peu de ses filles, mais tout simplement, il y a ce désir de contrôle absolu de leur sexualité qui est peut-être un peu lié à la mauvaise compréhension des textes religieux, mais ça peut aller très, très loin.
Et là, je le dis un peu dans le roman où on dit chaque sang impur d'une adolescente mène son père directement en enfer. Donc, un encouragement au mariage précoce où la société voudrait que la fille soit envoyée en mariage avant d'avoir ses premières règles. Quand on sait que les premières règles, c'est quand même autour de 13 ans, s'il faut respecter cette tradition qui est totalement liée à l'islam, alors que cette pratique en réalité n'est écrite nulle part et que ça n'existe pas. Et puis, la figure du père, c'est aussi de ne pas montrer ses sentiments. Ça fait partie de la culture Peul, des valeurs de cette culture-là, le semtene, c'est-à-dire la pudeur ou la honte. Un père ne fait pas de câlin à sa fille parce que c'est honteux. Un père ne s'approche pas, ne cause pas beaucoup avec sa fille et même avec ses épouses finalement. Et donc, du coup, nous sommes dans une société où les hommes vivent entre eux, les femmes entre elles, les frères entre eux, les sœurs entre elles. Et il n'y a pas trop d'interaction, il n'y a pas trop de possibilités de discuter, de rester ensemble et de créer une complicité. Et c'est ça qui crée le plus de distance. Évidemment, là, nous sommes en train de parler d'un milieu très traditionnaliste. Les choses sont en train quand même d'évoluer. Les gens sont de plus en plus instruits. Les barrières changent petit à petit. Mais c'est ça aussi le rôle de la littérature, c'est de pouvoir mettre le doigt uniquement sur ce qui pose problème et être le miroir de la société pour que justement les choses puissent évoluer dans le bon sens. Oui, enfin, vous avez quand même publié ce livre dans un pays qui pratique ce type d'enfermement enfin ouais, j'ai pas le mot. Enfin, vous voyez, d'emprise, voilà, d'emprise sur les femmes. Comment votre livre a-t-il été reçu? Parce qu'il a été publié au Cameroun, hein, aux éditions Proximité. Mais comment ça s'est passé? Eh bien, j'ai commencé à écrire il y a 10 ans, en publiant déjà mon premier roman, Wallandela, de partager un mari. C'était la première fois qu'une femme du Grand Nord osait se lever et de dire exactement ce que ressentent les femmes. Là, ça a fait un boom. C'était pratiquement un scandale absolu. Les gens étaient très mitigés entre la fierté d'avoir une de leurs aussi s'inscrire dans la littérature, faire parler d'elle, etc. Mais aussi très mitigés parce que tout ce que je raconte, c'est très tabou en fait. Ça ne se dit pas. Dire que les femmes, elles souffrent de la polygamie, ça ne se dit pas. Dire que les femmes peuvent être jalouses et se détester entre elles, ça ne se dit pas. Raconter tout ça, ça ne se fait pas. Donc, j'ai été pratiquement mise au banc de la société. Heureusement, j'ai eu quand même le soutien des autorités administratives. Et puis, les gens se sont habitués quand même après 10 ans. On sait que, voilà, il y a des gens qui disent « je suis grande gueule, ça c'est quel genre de femme » et tout ça. Mais ce qui est important, c'est que sur 100 personnes, si j'ai 80 ou 90% de jeunes qui sont d'accord ou de femmes qui disent voilà, ça nous apporte quelque chose, on est content que tu en parles et je prends conscience de ce qui se passe, etc. Moi, je suis contente et je ne gère pas les susceptibilités. Apparemment, ça va plus loin que ça, Amal, puisque vous avez fondé une association, Femmes du Sahel. D'abord, il y a combien de temps et pourquoi? Toujours pour défendre, c'est une association féministe? Oui. Après la publication de mon premier roman, je me suis dit, OK, j'ai mis le problème sur la table, dans le public. Maintenant, on en parle, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce que moi j'apporte? C'est vrai, on ne peut pas dire qu'on peut changer le monde tout seul, mais je voulais quand même, déjà moi-même, pouvoir apporter au moins une petite solution ou un début de solution à ce problème-là que je mets à nu sur la place publique.
Et donc, j'ai pu créer cette association Femmes du Sahel avec deux volets, l'éducation et le développement, parce que j'estime que c'est les deux choses en fait qui peuvent faire évoluer la condition des femmes. L'éducation, parce qu'il faut rappeler quand même que dans notre société, la petite fille n'est absolument pas égale au petit garçon dès la naissance. Quand on annonce la naissance d'un garçon, on dit dans notre langue, en Peul, au esni, c'est-à-dire elle a augmenté, elle a ajouté quelque chose. Donc le petit garçon, c'est quelque chose c'est un ajout, c'est-à-dire c'est un bonheur. Par contre, quand c'est la naissance d'une petite fille, on dit Odaini. Odaini, c'est-à-dire Odaini, elle a éloigné. C'est un enfant qui ne nous appartient pas dès la naissance déjà, parce que la fille est amenée à se marier, donc on n'a pas à dépenser sur elle, on n'a pas à faire des efforts et autres, elle appartiendra à une autre famille. Donc dès la naissance, la fille n'est pas égale au garçon. Quand la famille vit dans la précarité, évidemment, la fille n'est pas inscrite à l'école, même si on inscrit le garçon. Même dans le cas où la famille est aisée, on va inscrire la fille à l'école, mais en se disant, bon, ça ne mènera à rien, elle va aller, bon, elle va être un peu plus ouverte sur le monde, mais et puis c'est tout. De toutes les façons, il faut la retirer de l'école le plus vite possible pour qu'elle puisse se conformer à sa place de femme, surtout qu'avec l'idée que plus une femme est instruite, moins elle est soumise, et il ne faut absolument pas faire de son enfant une femme insoumise, puisque quand on vous traite d'insoumise ou de rebelle, je peux vous assurer que dans nos sociétés, c'est la pire des insultes pour une femme. Bon, moi, je suis habituée à ce qu'on me dise que je suis une rebelle, mais bon... Voilà. Et donc, la petite fille, elle n'est pas au même, elle ne vit pas les mêmes conditions que le garçon. Même à l'école primaire, on se rend compte. En fait, quand les enfants rentrent de l'école, le garçon jette son sac, il va jouer au football, il est servi et tout ça, pendant que la petite fille doit aller puiser de l'eau, faire la vaisselle, aider sa maman à la cuisine, s'occuper de son frère, etc. Elle a même moins de temps pour pouvoir justement réviser et donc du coup ça se ressent sur ses résultats scolaires. Et puis il y a la violence à l'école, sur le chemin de l'école, le mariage précoce et forcé, etc. Et donc la solution que l'association essaie d'apporter, c'est de sensibiliser les parents, sensibiliser les filles sur l'importance de l'éducation, l'importance d'avoir un diplôme, puisque l'indépendance commence quand même par l'indépendance financière. Tant que les filles sont mariées précocement, elles vont subir la violence économique, elles ne seront jamais autonomes et évidemment, pendant toute leur vie, elles resteront dépendantes soit de leur père, soit de leur époux. Et en plus, elles sont répudiées, elles reviennent chez le papa avec 1 ou 2 enfants à charge et elles n'ont d'autre alternative que de se remarier comme si c'était un placement en fait. Et donc ça, c'est le côté éducation. Et puis le côté développement, ça va dans le même sens, apprendre aux femmes à gérer leurs finances, leur octroyer des petits crédits pour qu'elles puissent faire du petit commerce, les aider à mettre en place des petits potagers pour mieux se nourrir leurs enfants, avoir un peu d'argent, le petit élevage, etc. Donc, aider les femmes à être plus autonomes. Tout simplement. Évidemment, on ne va pas dire qu'on va changer toute la société grâce à ça, mais dans tous les cas, à notre niveau, on apporte une petite solution. Là, nous avons entre 300 et 400 filles qui sont parrainées par l'association et complètement prises en charge sur leur scolarité. Bon, et puis, nous avons entre-temps sensibilisé plus de 7000 filles dans les lycées et les collèges. Et puis, nous essayons de travailler comme ça. Et puis, c'est important aussi pour les femmes, pour les filles, de pouvoir avoir un exemple positif. Et ça, c'est aussi l'image que je veux montrer. Je suis une femme du Grand Nord. J'ai vécu les mêmes choses qu'elle parce que je me suis mariée aussi à 17 ans. C'était un mariage imposé. J'ai vécu tout ce que vivent les femmes tous les jours. Et je peux leur montrer que, voilà, moi, par la force de ma volonté, je suis arrivée quand même à être une écrivaine reconnue dans le pays, mais aussi à l'international. Et si moi, je suis arrivée, elles peuvent y arriver également. Femmes du Sahel, c'est une association qui ne s'occupe pas seulement des jeunes Camerounaises, qui va dans d'autres pays aussi? Non, pour le moment. Notre périmètre d'action, c'est vraiment le Grand Nord Cameroun, dans la région septentrionale, puisqu'on se dit que
c'est la région qui en a quand même le plus besoin au Cameroun. Évidemment, ça dépend des moyens aussi. Pour le moment, nous n'avons pas vraiment des fonds ou des subventions qui puissent nous permettre justement d'étendre nos activités. Mais nous essayons aussi de travailler avec d'autres associations de femmes pour apporter des solutions. Par exemple, l'association Femmes du Sahel, moi personnellement, Aïssatou Doumara, qui a quand même le prix Simon Veil, est une grande sœur. Je travaille beaucoup avec elle et voilà, elle est sur les violences faites aux femmes et voilà, donc on peut créer une synergie entre femmes pour pouvoir justement discuter plus. Hindou, par exemple, qui parle de l'environnement. Elle est au Tchad, elle s'occupe des peuples autochtones, notamment les Peuls. C'est une amie et voilà, donc on crée des petites synergies, on essaye d'apporter des solutions et de travailler ensemble et de faire évoluer les choses ensemble. Toutes les femmes, tant qu'elles seront solidaires, on pourra à notre niveau changer le monde, ou plutôt notre monde. Bravo. Du côté de l'écriture, alors ce livre est terminé, il est publié, il est célébré, il n'a pas fini sa carrière, mais toutefois vous êtes écrivain, alors j'imagine que vous devez peut-être déjà avoir des idées ou des envies. Oui, oui, bien sûr. On n'arrête jamais d'écrire et voilà, j'espère, c'est le rêve. Hein. Le rêve de tout écrivain, c'est d'écrire encore plus de livres, d'avoir plus de lecteurs. Et moi, j'ai plaisir à le dire. Je pense que mon meilleur roman, c'est celui que je n'ai pas encore écrit. Et donc, il faut que je me mette à travailler. Et voilà. Là, c'est pas facile en ce moment, j'imagine. Non, c'est bien sûr, c'est pas facile avec tout ce qui se passe avec le Covid, voilà, qui nous embête là, nous empêche de voyager, de faire des choses, etc. Mais bon, je pense quand même que le plus important, c'est qu'on prenne soin de nous, de notre famille, de nos amis, et qu'on respecte bien les règles et puis qu'on espère, qu'on continue d'espérer et de prier pour que le plus rapidement possible, on puisse avoir une vraie solution, un vaccin, un traitement et autres, et qu'on puisse recontinuer à revivre ou à vivre notre vie. On est d'accord avec vous. Nathalie? Je suis là. Alors, je voudrais dire que tous les lecteurs et participants sont unanimes, Amal. Ils vous remercient pour votre très beau roman, pour votre belle association. Donc ça, c'est collectif. Il y a même des libraires d'un endroit où aller qui ont participé, qui vous remercient aussi pour ce livre si nécessaire. Donc voilà, je transmets. Mais j'ai aussi des questions. Et la première question, c'est Laurence qui la pose. Est-ce que les femmes qui ont subi ces violences peuvent parfois se rendre compte et changer? Y a-t-il un mouvement dans ce sens? Oui et non. Se rendre compte, oui, prendre conscience des violences qu'on subit, oui, mais maintenant, il faut pouvoir aller à l'encontre de ce que la société attend de nous, de se dire, vous savez, à chaque fois, moi-même, j'ai vécu ça, le cycle de la violence, c'est la même chose au Nord Cameroun, comme partout dans le reste du monde, c'est-à-dire que vous avez un homme qui vous frappe, ensuite il s'excuse, il y a une période de lune de miel, après, il vous fait sentir que vous ne pouvez rien faire sans lui, et puis il vous refrappe, et ça continue, c'est un cercle vicieux dans lequel on se retrouve. Mais chez nous, le pire, c'est que c'est toute la société qui s'y met. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte du fait d'être complice finalement des violences. Combien d'entre nous ont entendu le voisin frapper sur la voisine et de se dire, oui, mais ce n'est pas mes affaires, en fait. Et c'est la même chose dans la famille. Moi, plusieurs fois, je suis allée et j'ai expliqué clairement aux membres de ma famille que mon mari m'avait frappée. Et tout le monde m'a dit, oui, mais il faut que tu retournes parce que tu as des enfants, parce qu'il faut patienter, parce que de toutes les façons, toutes les femmes vivent les violences et qu'elles ne crient pas sous tous les toits. Et puis ensuite, on vous dit, de toutes les façons, s'il te frappe, qu'est-ce que tu as fait pour qu'il te frappe? Et du coup, de victime, on devient l'accusé. C'est parce que tu n'es pas suffisamment soumise, c'est parce que tu n'es pas suffisamment bien, c'est parce que tu n'es pas suffisamment ceci ou cela. Et donc, du coup, c'est le même cycle.
pour qu'une femme puisse sortir de ça, il faut déjà qu'elle puisse reprendre confiance en elle. Et quand on subit de la violence, c'est toujours la même chose. La personne qui vous frappe, elle vous dit tout simplement, personne ne voudra jamais de toi, tu es nul, tu ne peux rien faire sans moi, si tu quittes là, ou bien si tu pars, de toutes les façons, je vais te tuer, ou bien alors je te laisserai jamais partir parce que je t'aime trop, ou alors le contraire, même si tu pars, personne ne voudra jamais de toi, tu es absolument nul, tu ne peux rien faire de ta vie, etc. Donc, avoir suffisamment de force de caractère et pouvoir faire un travail sur soi-même, surtout quand on n'a pas une aide à côté, c'est très, très, très difficile. Ce qu'on peut dire aux femmes, ce que moi, le message que je dis aux femmes, c'est que si moi j'ai réussi à m'en sortir, tout le monde peut s'en sortir, c'est de se dire tout simplement s'enfuir pour sauver sa peau. C'est une forme de courage. Alors, Élodie, elle, demande, est-ce que certaines femmes dont vous parlez vous ont lu et que pensent-elles de votre livre? Oui, pour celles qui en ont eu la possibilité, elles m'ont lu, mais moi j'ai des amis qui sont mortes sous le coup de leurs compagnons et tout ce qu'on a dit, c'est oh, son temps s'est achevé sur Terre et l'homme, il a continué sa vie normalement. Personne ne l'a jamais inquiété et ça arrive tous les jours et on est tous complices. Il y a des femmes qui ont lu, qui se reconnaissent là-dedans et qui témoignent, qui me disent, qui m'appellent. Il y a des jeunes filles qui comprennent les choses et qui refusent. Il y a des femmes qui appellent aussi au secours et nous essayons, moi j'essaye par les conseils ou bien je les redirige vers des associations peut-être qui sont mieux loties, comme l'association de lutte contre les violences faites aux femmes par exemple, qui peut apporter peut-être une meilleure solution. Mais dans tous les cas, par le biais de la littérature, c'est vrai, on peut toucher beaucoup de femmes. Mais malheureusement, il ne faut pas aussi oublier que chez nous, il y a beaucoup de femmes qui subissent des violences, mais qui ne savent pas lire, qui n'ont pas de livre à leur portée. Et pour ça, nous, le rêve, c'est de pouvoir aussi peut-être trouver une autre solution que la littérature. Pourquoi pas peut-être des petits courts-métrages, peut-être des pièces de théâtre inspirées des romans pour pouvoir justement et puis faites en langue locale pour pouvoir toucher le plus grand nombre de femmes. Mais quoi qu'il en soit, déjà, ce qui est bien, c'est qu'avec les sensibilisations dans les lycées, dans les collèges, que nous faisons quand même pratiquement tous les 2-3 ans, là, ça permet de toucher des enfants, des jeunes et qui s'ils prennent conscience, ça fera des adultes qui sauront se défendre plus tard et se prémunir des violences. Florence a une autre question. Est-ce une tradition qui transmet la perversité, selon vous? La perversité, dans quel sens? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas de détails, j'ai juste cette question-là. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir un détail. On va attendre voir si la perversité, alors, imaginons, pour donner une piste, imaginons que c'est sans doute un rapport d'emprise. Ouais. Un rapport d'emprise d'un dominant sur un dominé, c'est-à-dire là, en l'occurrence, d'un homme sur une femme, et qui l'amène par la manipulation d'un ensemble de choses à perdre la substance de ce qu'elle est. Enfin, peut-être que je traduis mal, mais c'est comme ça que je le comprends. Oui, on peut dire que la tradition quand même, et même la religion, la mauvaise interprétation de la religion s'y prête quand même, puisque c'est à la femme quand même qu'on demande de se soumettre. Et puis, ça va plus loin que ça, parce que finalement, même dans le code de la famille, chez nous au Cameroun, quand on va dans un acte, quand on va dans un mariage civil et que le maire commence à vous répéter, le chef de famille, c'est l'homme, la femme doit suivre absolument son mari, elle doit être soumise, c'est lui qui décide, etc. Le problème commence même là, en fait. Même le code de la famille. Et voilà, ça sert pas que les intérêts des femmes. Et les femmes, justement, doivent prendre conscience, même les plus instruites. Et surtout, celles qui sont quand même des élus de peuple, pour pouvoir changer les choses. Ça se passe quand même de là où il faut un vrai plaidoyer
pour pouvoir, voilà, mais on ne peut pas aussi enlever d'un seul coup des siècles et des siècles de traditions et de croyances. Ça doit se faire petit à petit. Et voilà, quand je parle comme ça, immédiatement, vous verrez des commentaires. Oui, mais en fait, elle est manipulée, elle veut occidentaliser les choses, etc. Comme si, voilà, c'est beaucoup plus facile de se cacher derrière quelque chose que d'assumer pleinement les problèmes qu'on a, de les regarder en face et de trouver une vraie solution. Donc, c'était bien dans ce sens. Bravo, Karine. C'était exactement le sens de la question de Florence. Je ne pense pas que vous vous cachez. Vous, comme vous l'avez dit, vous êtes une femme forte, vous êtes une femme engagée, une grande gueule, comme vous avez dit. Donc, je ne pense pas que vous vous cachiez. Je vais vous lire un message qui vient d'arriver, qui est de Sylvie. Bravo, Amal. Ce monde change et changera avec des femmes comme vous. Continuez. Vous êtes inspirante. On vous aime. Vous êtes magnifique. Bravo aussi à Emmanuel Colas d'avoir mis toute son énergie pour cette publication. Et il y a aussi, effectivement, des libraires qui disent qu'effectivement, les publications d'Emmanuel Colas sont talentueuses et engagées. Voilà, donc je transmets aussi à l'éditrice le message. Merci pour les encouragements. Justement, évidemment, ça nous fait chaud au cœur. Et pour moi qui aborde dans ces thèmes des thèmes qui sont quand même très, très, très sensibles, ça me fait toujours, ça me booste de savoir que j'ai beaucoup de personnes derrière moi qui m'encouragent et qui me disent que bravo, que c'est bien ce que je fais. Ça me permet d'aller de l'avant et évidemment, je vais transmettre à Emmanuel qui est sûrement connecté et qui regarde. Emmanuel est là, on la salue, je sais qu'elle est là, elle vous regarde, elle vous écoute avec attention et on la remercie d'avoir publié votre merveilleux roman. On vous souhaite une bonne continuation pour le prix. Je sais que vous avez rencontré vous êtes aussi sur la liste du concours des lycéens. Est-ce que vous avez rencontré déjà des lycéens ou pas? Oui, j'ai fait même des conférences avec des lycéens, mais pas dans le cadre du concours. Donc, c'était plus... là, par exemple, j'étais invitée juste après, il y a juste 2 semaines, par Patrice Manon avec ses étudiants à l'Université de New York. On l'a fait par Zoom et voilà, c'était très, très riche comme rencontre. Et voilà, oui, il m'arrive de discuter. Ils sont attentifs à votre message, à ce que vous avez écrit dans votre livre? Oui. Et ce qui est bien aussi, c'est ça, c'est à quel point les jeunes peuvent avoir une certaine ouverture parce qu'ils peuvent aussi se sentir assez éloignés du problème et se dire oui, mais ça ne nous concerne pas. Mais au contraire, on a beaucoup de jeunes qui se sentent concernés, qui sont touchés par ce qui se passe et qui ont des grands rêves et tout ça. Et ça, c'est bien. J'ai hâte de les rencontrer. En tout cas, moi, de mon côté, Karine, je n'ai plus de questions. Je ne sais pas si tu veux poser la dernière question à Amal. Je te laisse. Je ne vais pas poser la dernière question à Amal. Je vais simplement dire à tout le monde qu'il faut lire Amal, il faut lire Les Impatientes. Et je suis heureuse, à travers ce livre, d'avoir découvert non seulement une plume, mais aussi un sacré tempérament dont on n'a pas fini d'entendre parler, y compris par voix romanesque, mais aussi... par la voix d'engagement. Oui, vous êtes une voix, Amal, et merci beaucoup de la porter aussi loin et aussi bien et avec autant de pétillant. Merci. Alors, Amal, j'ai un message de votre éditrice, d'Emmanuel. Merci, Amal, d'être si forte. Je suis très heureuse de t'avoir rencontrée, de te publier. Merci à tous et à toutes donc, pour le soutien qu'on porte à Amal ce soir. Donc, effectivement, il y a encore des messages qui disent que bravo, félicitations. C'est unanime, c'est que des messages de bienveillance, c'est pour vous, c'est plein d'amour. En tout cas, moi, je voudrais dire que votre livre, Les Impatientes, sont toujours sur les tables de librairie. Grâce au site lecteur.com, vous pouvez trouver la carte de toutes les librairies qui font du quick and collect. Donc, si vous avez un livre à offrir, c'est celui-ci. Je pense que c'est très important de l'offrir ou même le lire si vous ne l'avez pas lu. Donc, voilà, vous trouverez toutes les informations sur le site. Vous pouvez aussi l'acheter via notre site unendroitoualler.com qui vous redirige sur des librairies indépendantes et sur notre librairie partenaire qui était la librairie Place Ronde à Lille. Avant de vous laisser la parole pour conclure, je vais annoncer que demain on se retrouve à 19h avec Christian Esteb qui a sorti un livre chez Finitive qui s'appelle La vie fugitive mais réelle de Pierre Lombard VRP. Nous remercions chaleureusement notre partenaire lecteur.com, Emmanuel Colas aussi de nous
nous avoir permis de faire cette rencontre. Karine, je te remercie énormément d'avoir si bien animé cette rencontre. On se retrouvera vendredi prochain. Amal, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Merci aussi à Catherine Roger qui vous héberge et qui a fait tout pour que vous soyez bien installés. Je vais vous laisser le mot de la fin, mesdames, et on se retrouvera demain pour les autres. Je voulais féliciter la Fondation Orange, Amal, pour avoir choisi aussi bien son premier prix. Et le deuxième sera, j'espère, aura la même carrière. Je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toutes. Merci Karine. Merci Nathalie. Et puis, merci à la Fondation Orange. Merci Catherine qui est juste à côté de moi. Merci à Emmanuel, à Françoise et à tout le monde. Beaucoup de femmes dans cette histoire. Que des femmes puissantes aussi. Que des femmes puissantes et solidaires. Exactement. Mesdames, je vous souhaite une belle soirée. Prenez bien soin de vous et à très vite. Et Amal, on croise les doigts pour la suite. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.